La SEP, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, on va voir ça tout de suite avec mes invités. Bonjour, alors avec moi sur le plateau, Brigitte Tétinger. Brigitte Tétinger, vous êtes présidente de la fondation ARCEP. Qu'est-ce que ça veut dire ARCEP? C'est la fondation qui lève des fonds et qui, pour la sclérose en plaques et pour tous ceux qui décident de soutenir en fait, la recherche sur cette maladie. Alors, moi je vais vous donner la vraie réponse. Fondation pour l'aide à la recherche sur la SEP, c'est ça ARCEP. Hein, c'est ça. Alors, Bruno Stankoff, professeur Bruno Stankoff, vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Antoine, vous êtes responsable du centre de ressources et compétences SEP, donc sclérose en plaques à l'hôpital Saint-Antoine. Vous êtes aussi directeur de l'équipe de recherche de la remyélinisation dans la sclérose en plaques. On va voir ensemble ce que c'est la remyélinisation plus tard dans le programme. Et Gwendoline Michenet, vous êtes notre témoin du jour. C'est super gentil d'être venu pour témoigner de la sclérose en plaques sur le plateau, Gwendoline. Vous avez 34 ans, vous avez un petit garçon de 8 ans, Erwan, hein, c'est ça. Et vous souffrez de sclérose en plaques. Alors comment c'est arrivé ? Oui, tout à fait. Donc je souffre de sclérose en plaques depuis octobre 2013. Donc j'avais une vie totalement normale, je travaillais dans la grande distribution et j'ai... Je compte bien, donc vous aviez 26 ans, 27 ans à l'époque? Voilà, j'avais 27 ans, effectivement. Et j'ai eu une intoxication alimentaire toute simple, basique, je dirais. Et je me suis retrouvée à ne plus voir d'un œil. Donc à ce moment-là, j'ai été tout de suite au 15-20, à l'hôpital des 15-20 à Paris, où on m'a fait passer une batterie d'examens, où après j'ai donc fini, puisque j'habite en Seine-et-Marne, j'ai fini à l'hôpital avec ponction lombaire pour avoir le diagnostic de la sclérose en plaques. Donc cette intoxication alimentaire a été un effet déclencheur pour que je puisse connaître, puisque à l'époque de mon diagnostic en 2013, j'avais déjà 4 lésions dans le cerveau, donc j'avais déjà eu 3 poussées dont je ne connaissais pas. Alors, qu'on comprenne bien, quand vous dites c'est un élément déclencheur, professeur Bruno Stankoff, c'est pas parce qu'on fait une intoxication alimentaire qu'on va avoir la sclérose en plaques. C'est un hasard. Bien sûr, ce n'est pas la cause de la sclérose en plaques, l'intoxication alimentaire, mais le symptôme s'est révélé au décours de cette intoxication. Et ça peut arriver qu'un symptôme de la sclérose en plaques se révèle après une infection, même s'il n'est pas directement lié à cette infection, mais parce qu'on sait que certains tableaux de fièvre ou de mal-être général en cas d'infection, ça fait passer le seuil d'un symptôme et on le perçoit. Comme vous disiez, vous aviez probablement déjà eu des lésions auparavant, mais elles étaient passées inaperçues. Alors, 27 ans, on vous dit vous avez une sclérose en plaques, vous vous laissez abattre ou pas? D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est que la sclérose en plaques? Alors au départ, pas du tout. J'ai vaguement déjà entendu parler de cette maladie, mais je ne connais pas. Je commence à me renseigner un peu à gauche, à droite, et je me dis, elle a l'air d'être costaud, cette maladie, mais bon, c'est comme ça, j'ai pas le choix, elle est là. Donc on va continuer de vivre. Et la première chose, je me dis, si moi je suis comme ça, il faut que j'aide les autres. Donc je me rapproche très très rapidement de la fondation ARCEP en me disant comment je peux vous aider. Voilà, je viens d'avoir le diagnostic. Si je peux aider les gens au moment pour accepter leur diagnostic, je suis là. Donc en fait, vous avez tout de suite un tempérament, je crois que vous êtes sportive déjà à l'époque, et vous avez un tempérament de combattante. Vous dites, on ne va pas se laisser aller, on va aider les autres, on se rapproche de l'association. Vous dites, je ne vis pas avec la maladie, c'est la maladie qui vit avec moi. Tout à fait. Vous faites un peu la fanfaronne là, non? Non, après ça n'engage que moi effectivement, mais pour moi, pour l'évolution de la maladie, beaucoup de choses se passent dans son moral. Je me dis, si la maladie elle est là, on n'a pas le choix. Mais si je pars du principe qu'elle vit avec moi, voilà, même moi, je n'ai pas le choix. Hein, mais ce n'est pas elle qui va guider ma vie, en fait. Elle va me suivre, c'est tout. Mais ce n'est pas moi qui vais la suivre. Bruno Stankoff, quand on a le moral, on vit sans doute mieux avec la maladie. Pour autant, on peut avoir le moral et ce n'est pas ça qui va empêcher la maladie de progresser, hélas.
C'est vrai, mais c'est néanmoins un point extrêmement important. Ce n'est pas une maladie qui est systématiquement très grave ou très invalidante, et c'est une maladie, on en reparlera, mais qu'on traite quand même de mieux en mieux. En revanche, c'est une maladie qui génère de l'anxiété parce qu'on la connaît mal, parce qu'il y a une appréhension. Et au fond, si on reprend l'historique d'un certain nombre de patients qui ont eu cette maladie, cette anxiété était une source de souffrance non négligeable, voire parfois l'une des sources principales. Donc c'est très important de s'informer et de garder un bon moral et, comme vous le dites aussi, de maintenir cette activité physique, ce côté battant. Tout ça, c'est des éléments extrêmement positifs aussi pour l'évolution de la maladie et au moins pour sa perception, ça c'est certain. Ça c'est certain, oui. Alors, pour autant, tout n'est pas forcément rose, au niveau professionnel notamment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, 1 an en arrêt maladie, le temps de traiter, effectivement, j'ai au niveau de mes yeux, puisque je ne voyais plus rien, donc il a fallu traiter. Parce qu'en fait, la première année, vous avez eu 7 poussées j'ai eu 7 consécutives. poussées. Est-ce que le fait de connaître son diagnostic, on peut dire que ça génère de l'anxiété et que ça génère des poussées ? Les poussées ne sont pas la conséquence directe de l'anxiété. Les poussées, c'est un phénomène inflammatoire, c'est une maladie auto-immune, donc c'est un phénomène inflammatoire avec une reconnaissance anormale de structures dans le cerveau qu'on appelle les gaines de myéline. Et ça, on ne peut pas dire qu'il y a un lien direct avec l'anxiété, même si, dans un certain nombre de cas, on trouve quand même la conjonction des deux, mais il n'y a pas de preuve que ce soit lié. En revanche, le vécu anxieux est une source de souffrance. Donc Gwendoline, vous, 1 an en arrêt maladie, et votre employeur, ça pose des problèmes, non ? Comment ça s'est passé ? Le problème, c'est que chef de rayon et sclérose en plaques, ça ne va pas avec. Et parce que vous étiez dans la grande distribution, voilà, c'est ça ? J'étais dans la grande distribution et chef de rayon sclérose en plaques, on ne peut pas. Donc je suis licenciée pour inaptitude médicale. Ensuite, 2 ans de chômage, où pendant ces 2 ans, je fais ma reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour mettre toutes les chances de mon côté pour réussir à retrouver un emploi. Parce qu'effectivement, ça peut faire peur à des employeurs de dire attention, sclérose en plaques, je vais prendre un risque. Il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, donc on ne sait pas comment va être la personne. Et donc, en 2016, je retrouve un emploi où je suis directrice d'une association qui est coproducteur du spectacle historique de Meaux. Et voilà, et aujourd'hui, vous êtes heureuse. Et aujourd'hui, je suis Et tout va bien. Et tout va bien. Et vous êtes la preuve qu'on peut avoir une sclérose en plaques et travailler et être... à plein temps. Voilà. Et ne pas être en fauteuil. Et être une maman. Et être une maman. Hein, qui, avec son... Il a quel âge maintenant, Il a 8 ans. Il a 8 ans. Ouais. Voilà. Alors par contre, vous êtes aussi une victime collatérale de la Covid. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant la Covid ? En mars 2020, je devais prendre mon nouveau traitement parce que ma maladie avait évolué, pas forcément physiquement, mais j'avais de nouvelles lésions qui étaient apparues au niveau du cerveau. Donc je devais changer de traitement au mois de mars. Ce traitement devait être pris à l'hôpital avec une surveillance pendant 24 heures. Sauf qu'au mois de mars, on est en plein Covid. Donc forcément... c'est le premier confinement. C'est le premier confinement, donc pas d'hospitalisation pour prendre un nouveau traitement. Donc au mois de mai, névrite optique et 2 nouvelles lésions dans le cerveau dû au fait que je n'ai pas eu de traitement. J'ai arrêté mon ancien traitement le 31 décembre et j'ai fait ma névrite optique fin mai 2020. Ça m'amène à 2 questions, professeur Stankov. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cet arrêt de traitement ou de ce retard dans le traitement ? Et deuxièmement, est-ce que les malades de la SEP doivent se faire vacciner ? Et dans quelles conditions ? Alors effectivement, la période du premier confinement était une période très brutale où les soins ont été un peu dégradés puisqu'on était un peu envahi par ce Covid qu'on connaissait mal et les recommandations étaient de privilégier la prise en charge du Covid. Et il y a eu une période on va dire de 2 mois et demi de suivi qui était un suivi un peu distant, téléphonique, où on mettait en place des solutions de télémédecine. Mais un certain nombre de patients ont effectivement dû retarder un traitement qui était un peu urgent et ça a posé souci. Alors on a essayé de gérer ça au mieux, mais c'est vrai que cette période, on était assez peu préparé à quelque chose d'aussi brutal et il y a eu une phase qui était assez courte, on va dire, on s'est récupéré le plus vite possible, mais il y a eu une phase un peu délicate. Le vaccin. Alors le vaccin.
Vaccin, c'est une question complexe, mais en gros, il y a une recommandation pour les patients atteints de sclérose en plaques de se vacciner. Alors, c'est quelque chose qui a été évolutif. Au départ, la sclérose en plaques n'a pas parfaitement été reconnue dans les indications prioritaires, et ça a évolué au fil du temps, ces dernières semaines notamment, avec la Société francophone de sclérose en plaques qui a un petit peu milité pour la cause des patients. Et maintenant, la sclérose en plaques est reconnue dans les indications, on va dire, prioritaires de la vaccination. Alors après, en fonction de l'âge et des traitements, les vaccins sont potentiellement adaptés, avec certains vaccins qui se font que jusqu'à 65 ans, et puis d'autres qui sont réservés aux plus de 65 ans. Et puis en fonction des traitements, certains traitements comme des anticorps monoclonaux qui vont lutter contre certains lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B, donc c'est un terme technique, c'est des anticorps anti-CD20, et cela justifierait peut-être en recours à un vaccin ARN, bien que ce ne soit pas encore totalement officialisé. Mais en tout cas, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients atteints de sclérose en plaques relèvent d'une indication prioritaire aujourd'hui. D'accord, donc ils doivent se faire vacciner. Vous êtes vacciné, vous ? Non. Non, c'est compliqué, non, le vaccin ? C'est compliqué. Ah, c'est un peu compliqué. Bon, enfin bon, ils doivent se faire vacciner, c'est ce qu'on va retenir. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent se faire vacciner ? C'est un autre problème. Juste toute petite précision, en fonction des traitements, etc., c'est vrai qu'on peut être amené à prendre en considération les traitements. Et globalement, les patients qui ont des traitements parfois un petit peu immunosuppresseurs ne font pas des vaccins vivants. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin vivant contre le Covid. Donc il n'y a pas ce risque-là pour les patients atteints de sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, justement, on en parle depuis le début, mais on n'a pas dit ce que c'était. Alors, qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques ? La sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique qui touche le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, qui est une maladie inflammatoire qu'on apparente à ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Le système immunitaire, au lieu de reconnaître des agents extérieurs, des virus, etc., il va reconnaître une structure du soi, qui est la gaine de myéline, qui est la gaine qui entoure les neurones, en fait, qui leur permet à la fois de les protéger et puis de conduire plus rapidement les informations, ce qui nous permet de courir, d'avoir des gestes rapides et de penser, en fait, de manière relativement rapide. Et donc, la sclérose en plaques, par endroits, va s'attaquer à cette gaine de myéline et va générer ce qu'on appelle ces plaques, c'est des lésions inflammatoires qui vont être responsables de symptômes de poussée. Et donc, on peut présenter une poussée quand on a une nouvelle lésion et que cette lésion est dans une zone dite fonctionnelle. Et puis, dans un certain nombre des cas, ces lésions vont se réparer plus ou moins bien, mais peuvent se réparer. Les symptômes vont donc assez bien régresser. Cette gaine de myéline, on va en parler. Alors, la myéline, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, le principe de la myéline, en fait, si vous prenez un câble électrique, vous avez le fil conducteur métallique à l'intérieur, et la myéline, c'est comme le câble autour, c'est l'entourage qui permet de l'isoler, mais qui se fait par segments. C'est pas continu. En plastique. Voilà. Il y a, autour, voilà, hein. Il y a le cuivre. Exactement. Qui conduit rapidement l'électricité. Et puis il y a un truc en plastique qui protège. Il y a un isolant qui protège. Voilà. Eh bien, c'est une sorte de protection, de la même manière, mais qui se fait par segments. C'est des segments qui se rajoutent les uns aux autres, et ça permet à l'influx de sauter de l'un à l'autre, on va dire, d'aller beaucoup plus vite. Il ne passe pas sous le, voilà, il passe dans le fil, mais il va sauter d'un nœud à l'autre. Et ça accélère jusqu'à 50 fois, voire parfois plus, la vitesse de propagation. Donc ça, c'est sa première fonction. Et sa deuxième fonction, c'est qu'elle est tellement proche du neurone qu'elle va isoler, qu'elle le protège en fait. Elle lui apporte des nutriments, des supports métaboliques, etc. Et donc ça le protège. Et donc quand elle disparaît, il est vulnérabilisé. Et quand il est vulnérabilisé, il souffre et il peut on peut avoir une raréfaction de ses neurones. Et c'est ça qui va générer des signes qui deviennent non réversibles. Le handicap qu'on voit. Si j'ai bien compris, à la fois il est plus protégé et puis comme il n'y a plus cette gaine, cette propagation saltatoire, là, elle ne va plus se faire correctement. Exactement. Il y aura plus. Et à ce moment-là, quand ça touche un faisceau important avec une fonction donnée, ça peut donner un symptôme parce que toute une série de neurones s'arrête de fonctionner transitoirement puisque la conduction se bloque à cet endroit-là. Alors je serais tenté de vous dire, puisqu'on a identifié le truc, pourquoi on ne s'est pas remyéliniser finalement, c'est ça la solution, non ? C'est une solution, en tout cas, c'est une approche sur laquelle on recherche depuis déjà beaucoup d'années. Alors, ce n'est pas si simple que ça. On sait déjà, d'une part, que les patients ont une certaine capacité de se réparer eux-mêmes, mais elles sont inconstantes et irrégulières selon les sujets. Il y en a qui le font mieux que d'autres, il y a des périodes de la maladie où on le fait mieux que d'autres. Et puis après, les mécanismes de l'insuffisance de cette réparation, eh bien, on commence à bien les comprendre. Ça, c'est vrai que la recherche a permis d'identifier, mais ils sont nombreux, ces mécanismes. Et ce qu'on sait, par exemple, c'est que chez des mammifères qui ne sont pas des humains atteints de sclérose en plaques, ils se réparent très bien quand ils ont une lésion. Alors, même plusieurs lésions, ils ont cette capacité de se réparer. Mais dans la sclérose en plaques spécifiquement, il y a une sorte de déficience de ces capacités de réparation qu'on essaye de
promouvoir. Et l'une des causes de cette insuffisance, mais ce n'est pas la seule, mais c'est quand même que c'est une maladie inflammatoire et que l'interaction entre l'environnement inflammatoire et la capacité de réparation n'est pas favorable. Alors, on a des pistes, on a beaucoup de pistes pour réparer, mais on n'est pas encore arrivé au moment où on peut dire à tout le monde « on va vous réparer ». C'est-à-dire que… Ça veut dire que pour l'instant, si j'ai bien compris, le corps se trompe, il s'attaque à cette gaine de myéline, et le corps qui se trompe gagne sur le corps qui veut se réparer et qui veut remyéliniser. Dans un certain nombre de cas, en tout cas, il dépasse les capacités de réparation. Alors que chez certains mammifères, non. Voilà, mais les mammifères n'ont pas la sclérose en plaques, ils peuvent avoir d'autres types de lésions, mais on sait qu'ils peuvent se réparer. Il y a des capacités de réparation intrinsèques chez les mammifères, mais dans la sclérose en plaques particulièrement, celles-ci sont mises en défaut quelque part. Et donc ça, c'est quand même une des pistes de recherche importantes. Très importante. Très importante. Très importante. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche quoi? Des molécules pour aider à la remyélinisation? Oui, on cherche des molécules, des principes thérapeutiques. Alors ça peut être des molécules ou ça peut être des interventions physiques. On commence à réfléchir aussi à stimuler l'activité des neurones. Mais des molécules, à partir des résultats scientifiques, expérimentaux, on a beaucoup de candidats maintenant. C'est-à-dire qu'on a plus de 50 molécules qui seraient potentiellement candidates à être testées chez des patients pour favoriser leur capacité de réparation. Alors peu d'entre elles ont déjà été testées dans des études très préliminaires et montrent des premiers résultats qui sont encourageants, on va dire, mais on n'est pas encore au stade du bénéfice clinique. Après, l'une des difficultés, c'est qu'on a beaucoup de candidats, mais c'est un paradigme pour évaluer ces molécules qu'on connaît moins bien que les anciens traitements qu'on testait sur l'inflammation. Et donc, il faut arriver à trouver les bonnes méthodes pour évaluer l'efficacité de ces molécules et choisir lesquelles, parmi ces 50 ou 100 candidats, seront les plus intéressants, les plus prometteurs. Alors, si j'ai bien compris, donc aujourd'hui, on a des pistes, mais on ne guérit pas encore la sclérose en plaques, on ne la guérit pas. Par contre, on la prend en charge, et on la prend en charge de mieux en mieux. Alors, comment? La prise en charge, elle est sur le plan des traitements. On a plusieurs types d'approches thérapeutiques. D'une part, on traite les poussées pour éviter que les poussées persistent. D'autre part, on a des traitements de fond de la maladie qui vont diminuer la fréquence des poussées. Et ces traitements de fond, avec les années, depuis 25 ans, on en a de plus en plus. On a une quinzaine de traitements maintenant actuellement disponibles et qui s'adaptent à la gravité, à la sévérité de la phase évolutive de la maladie. Dans les formes, on va dire, relativement peu actives, on a des traitements dits de première ligne qui vont diminuer les poussées de 30 à 50%. Et puis, si ça s'emballe un peu, on a des traitements beaucoup plus efficaces qui peuvent diminuer 80, 85, 90% selon les paradigmes. Et donc on adapte la thérapeutique à la sévérité inflammatoire de la maladie et on gagne en nombre de poussées sur la durée de manière souvent assez prolongée. Donc traitement de la poussée, traitement de fond, traitement des symptômes aussi. Et bien sûr, quand des symptômes s'installent, on essaye de les traiter, donc soit avec des approches pharmacologiques, des médicaments, soit avec des approches de médecine physique, et ça, il ne faut pas négliger la médecine physique, l'exercice physique en soi, qui est un réel bienfait pour cette maladie, la prise en charge psychologique, voilà, tout cet environnement de la prise en charge symptomatique. En fait, de l'exercice physique, vous, Daline? Qui n'est obligatoire quand on a une sclérose en plaques. Et vous faites un peu de sport encore ou vous faites, un peu de sport, oui. Ouais. J'en fais encore un peu. C'est une patiente modèle, Gwendoline. Voilà. Des progrès aussi dans le domaine de quoi? De l'intelligence artificielle, de l'imagerie, de la génétique. C'est quels domaines qui vont faire que on va trouver quelque chose? Alors la génétique a fait beaucoup d'études très internationales, etc., pour identifier, on va dire, un certain nombre de gènes qui, ensemble, pourraient un peu augmenter la probabilité de développer la maladie. Ce n'est pas une maladie héréditaire, à proprement parler, on ne la transmet pas à ses enfants, 1 sur 2, 1 sur 4, comme les maladies génétiques. Mais c'est un peu comme l'hypertension artérielle ou des maladies comme ça. Il y a une centaine, 200 gènes qui vont se mettre ensemble et qui vont un peu augmenter la probabilité de la développer. Et puis après, pour comprendre les mécanismes de la maladie, c'est-à-dire comprendre pourquoi, malgré le traitement qu'on donne, il y a encore parfois des patients qui évoluent, eh bien l'imagerie a apporté énormément dans cette maladie. C'est vraiment une maladie prototypique qui a été une application formidable pour les techniques de neuroimagerie, avec l'application de l'IRM pour le diagnostic qu'on utilise couramment aujourd'hui, et puis maintenant des techniques de plus en plus sophistiquées qui permettent d'aborder les mécanismes qu'on ne voit pas bien et qu'on n'avait pas bien compris au départ avec l'IRM, comme justement la démyélinisation, la remyélinisation, certains phénomènes inflammatoires, certains phénomènes métaboliques, etc. Et pour ça, on a des techniques qui couplent l'IRM avancé avec des techniques moléculaires qu'on appelle la tomographie à émission de positons et qui permettent d'aller voir un peu plus loin encore dans les mécanismes de la maladie. Et un jour,
la perspective, ce sera effectivement d'utiliser des méthodologies d'intelligence artificielle pour interpréter différemment les IRM qu'on fait en pratique et mieux comprendre tous ces mécanismes sur des examens qu'on fait en pratique clinique, on va dire. C'est vrai que l'imagerie médicale et l'intelligence artificielle et les nouveaux outils, IRM, TEP, scanner spectral, tout ça, c'est en plein boom en ce moment. Ah, ça apporte des informations considérables. Oui. Brigitte Tétinger, présidente de la fondation ARCEP, Fondation pour l'aide à la recherche sur la SEP. Alors, c'est quoi le rôle de la fondation ? La fondation, elle est... Montre la petite cagnotte. Oui, je vais expliquer ce que c'est que cette petite cagnotte. Alors d'abord, je suis une toute nouvelle présidente, puisque j'ai pris la présidence au mois de décembre. Et donc, je vais répondre à votre question indirectement, mais si j'ai pris cette présidence, c'est parce que j'ai découvert, en fait, assez tardivement ce que c'était que cette maladie. Et je dois ajouter qu'elle touche quand même sur 4 malades, 3 femmes. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va faire une opération spécialement qui tombe, peut-être pas par hasard, mais c'est le jour de la fête des mères, donc le 30 mai cette année. Et puis deuxièmement, parce que c'est une période qui est vraiment difficile pour lever des fonds. Donc beaucoup d'argent est parti sur la Covid, enfin sur la recherche pour la Covid, ce que je comprends parfaitement. Mais il ne faut pas oublier les autres. Et donc, c'était une motivation pour moi aussi pour prendre cette présidence. Oui, et puis la campagne d'appel de fonds que vous aviez fait l'année dernière, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, a été... Tout ce qui s'est passé sur le terrain n'a pas pu se passer sur le terrain. Donc aujourd'hui, en clair, vous manquez d'argent. Alors, on manque d'argent. Alors, on a été très aidés, je dois dire, mais comme d'autres causes, par les legs. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont souffert toute leur vie et qui décident qu'une partie de leur argent va soutenir justement ce que vous faites, c'est-à-dire pour aider les autres, ceux qui traversent. Donc ça, heureusement, les legs nous ont aidés, mais on n'a pas pu compter sur ce qui se passait sur le terrain puisqu'il n'y avait plus de terrain. Concrètement, l'ARCEP, ça existe depuis plus de 45 ans, oui, c'est ça maintenant. Absolument. Le rôle, information répondre effectivement à toutes les questions que peuvent se poser ou aider, comme vous l'avez dit, on apprend qu'on a cette maladie, se retourner vers l'ARCEP. Mais vous avez quand même des gens qui peuvent vous répondre, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous entourer et lever des fonds pour soutenir la recherche, parce que tout passe quand même par les avancées sur la recherche. Donc, travailler en lien avec les médecins aussi, je suppose, et puis... On travaille absolument, on travaille en lien avec les médecins. On travaille, je dirais, pour les médecins, pour la recherche et évidemment, but ultime, pour les patients. Et vous avez des patients experts aussi. Vous êtes patiente experte ? Oui. Gwendoline, qu'est-ce que c'est un patient expert, on rappelle ? Alors, on a des patients experts, on a des bénévoles aussi. Donc, patient expert, je pense que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais... Je prends toujours cet exemple-là. J'ai mon numéro qui se trouve sur le site de la Fondation ARCEP. J'aide en fait... J'aide toute personne de toute la France, pas que la Seine-et-Marne où je suis, pour la maladie, pour que ce soit le patient ou que ce soit la famille, je suis là en fait pour les aider à ce niveau-là. Donc on est vraiment aidé par les patients experts, également par les bénévoles. Et donc sur cette petite boîte que vous avez montrée, je la remonte. Voilà, alors on va faire un appel pour que tous les commerçants qui seront ouverts, je l'espère, de tout cœur en France au mois de mai, et en tout cas le 30 mai, puissent l'avoir pendant le mois de mai, et on puisse donner un peu d'argent qui ira pour la bonne cause. Elle en a besoin d'argent, la recherche, Bruno Stankoff, bien comme sûr. Toujours. Bien sûr. On ne devrait jamais poser cette question à un chercheur. C'est évidemment le nerf de la guerre, mais je dois évidemment souligner le rôle fondamental que joue la Fondation ARCEP depuis plus de 50 ans maintenant en France. Je suis moi-même membre du conseil scientifique, bien sûr, depuis plus de 10 ans de cette fondation, et j'ai reçu des aides financières, notamment pour les chercheurs qui se lancent un peu dans cette entreprise de faire de la recherche sur la sclérose en plaques. L'ARCEP est vraiment un formidable tremplin et elle joue un rôle majeur en France. Vous parliez tout à l'heure de l'imagerie. La recherche aujourd'hui, elle est vraiment multidisciplinaire et c'est vraiment la convergence des connaissances à laquelle on assiste entre vos collègues de l'imagerie, les généticiens, votre expérience de la maladie. C'est comme ça que ça se joue, c'est des équipes aujourd'hui ? Ça se joue aussi comme ça. C'est important d'avoir une vision
on va dire, un peu translationnelle. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des nouveaux concepts à partir d'une science un peu plus fondamentale, mais rapidement, on essaye quand même que cela bénéficie aux patients, que ce soit pour de l'imagerie ou pour des traitements. Et à titre d'exemple, notre équipe de recherche à l'ICM, que je co-dirige avec Catherine Lubetsky, c'est une équipe justement où on fait de la science fondamentale et où on essaye d'extraire les découvertes directement pour les appliquer aux patients, que ce soit pour de l'imagerie, que ce soit pour des traitements. Et Gwendoline, alors, est-ce que vous pensez que vous allez en bénéficier tout ça, de tout ça un jour? Oui, je pense. Est-ce que vous croyez que vous allez guérir un jour de la... Oui, j'y crois. Ouais. J'y crois parce que la recherche avance très très vite. Donc, je suis positive et j'y crois. Elle a raison d'y croire, Gwendoline. Ah ben d'y croire certainement, bien sûr. Il est vrai que, bon, la difficulté qu'on a avec cette maladie, c'est qu'on n'a pas identifié une cause précise. Vous voyez, par exemple, la Covid, c'est un virus, c'est une maladie. Bon, c'est assez simple comme paradigme de maladie, même si c'est compliqué à gérer, bien évidemment. Oui. Mais la sclérose en plaques, on n'a pas identifié réellement cette cause, genre un virus, une bactérie. Donc ça, c'est le point de complexité. Alors après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la rapidité d'évolution des connaissances et des découvertes scientifiques va de manière croissante à une vitesse phénoménale. Donc, bien sûr qu'on peut espérer que dans les années qui viennent, il y a des progrès majeurs. Eh bien voilà, espérons. Mais en attendant, il faut donner à l'ARCEP. Hein. Je remonte à nouveau la petite cagnotte. Donc il faut donner à l'ARCEP. Merci Brigitte Tétinger d'être venue sur le plateau. Merci aussi Bruno Stankov. On l'aura compris, il est urgent de remyéliniser. Hein. Voilà, il faut donner à l'ARCEP. De donner à l'ARCEP pour remyéliniser. Voilà. Et vous, Gwendoline, merci de votre pêche. Et de votre témoignage. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé et d'ici là, portez-vous bien.